Tu peux me dire ce qui s'est passé ces 200 dernières années? Nom d'un chien. T'es une vraie habitante d'Abri. C'est ça. Ah, je pensais que vous aviez tous crevé dans vos trous à rats. Tu te rends compte que c'est de la folie? I don't set the world Ce n'est pas comme l'abri, c'est gigantesque. fire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist, l'émission qui vous parle séries télé, fantasy, fantastique et de science-fiction. Ici Guillaume et nous allons aborder aujourd'hui la saison 1 de la série Fallout, disponible depuis avril 2024 sur Prime Video. Derrière le micro, on retrouve Phobos. Salut Phobos, comment tu vas ? Hello, eh bien ça va très bien et toi? Ça va, super, merci d'être là. Je rappelle rapidement que tu es podcasteuse et créatrice de contenu. On était revenus ensemble sur la série The Acolyte. Devrais-je dire plutôt la série Feu The Acolyte, hein. Malheureusement, elle a été annulée depuis, elle n'aura pas de saison 2. Mais n'hésitez pas à écouter cet épisode si ce n'est pas encore déjà fait. On avait pris beaucoup de plaisir à le faire. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de Erwan Lafleuriel. Bienvenue chez Spoilers. Erwan, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Erwan, tu es rédacteur en chef d'IGN France et l'auteur du livre d'où ta présence aujourd'hui, Fallout, histoire d'une mutation chez Sœur d'édition, qu'on salue chaleureusement. Donc voilà, je pense que tu es plutôt calé sur le lore de la franchise, j'imagine. Ça va, sans être un expert de moindre détail non plus, mais oui, j'ai quand même un aperçu global. Ouais. Oui, j'imagine que il y a pléthore de wikis et de détails de toute façon sur l'univers de Ah Fallout. oui, c'est énorme. Merci à vous deux en tout cas d'avoir répondu à cette invitation pour parler d'une série qui était assez attendue hein, tout de même et qui a plutôt bien fonctionné. Voilà, maintenant on le sait, puisqu'elle serait, attendez, accrochez-vous bien, la série la plus vue de l'histoire de Prime Video sur la tranche des 18-34 ans, devant des succès comme The Boys ou le mastodonte, quoi qu'on en dise, Rings of Power. Donc voilà, une série qui a très très bien fonctionné. Avant de discuter de cette saison 1, Phobos, est-ce que tu peux justement nous pitcher un peu la série ? Eh bien oui, tout à fait. Donc c'est une série adaptée de la série de jeux vidéo du même nom qui est diffusée sur Prime Video depuis avril 2024. Donc c'est une série qui est co-créée et showrunnée par Geneva Robertson-Dworet, qu'on connaît entre autres parce que c'est la scénariste du reboot ciné de Tomb Raider, des films Captain Marvel, du film Donjons et Dragons, ou encore du prochain film de Phil Lord et Chris Miller, et puis également co-showrunné par Graham Wagner, qui lui est plutôt producteur, mais aussi scénariste sur des séries comme The Office ou Silicon Valley, donc des gens qui ont plutôt un gros background. Et la série a été créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui sont deux noms très bien connus des sériphiles, puisqu'ils sont entre autres à l'origine de la série Westworld. Et d'ailleurs, en parlant de Westworld, on a pas mal de gens qui ont bossé sur cette série, qui ont également bossé sur Fallout, notamment Ramin Djawadi qui s'est chargé de la musique. Côté casting, on est plutôt gâtés, il y a moult personnages, on parlera très rapidement de l'héroïne principale, qui est incarnée par Ella Purnell, qui est une actrice qui s'est fait connaître avec des rôles secondaires dans Kick-Ass 2 ou Maléfique, mais qui est aussi la voix de Jinx dans la série Arcane. On a également Aaron Moten qui incarne Maximus, un chevalier de la confrérie de l'acier, qui lui vient plutôt du théâtre et qui a également joué dans quelques séries Netflix. Et puis du côté des vétérans, on a Walton Goggins qui incarne la célèbre Ghoul, qui est un acteur bien connu pour ses rôles dans The Shield, Justified, Django Unchained. Et puis on a Kyle MacLachlan, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui est toujours impossible à dire. Ouais, impossible. Qui est connu pour avoir joué dans le Dune de 1984 ou encore dans Twin Peaks. Eh oui. Et donc cette série, qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Lucy, qui est une jeune femme qui habite dans un abri souterrain avec d'autres survivants. On comprend qu'il y a une espèce de catastrophe nucléaire. Et jusqu'ici, sa vie se déroule sans encombre dans cet abri, sauf le jour de son mariage où tout bascule, puisque son mari qu'elle vient de rencontrer et les invités de ce dernier se révèlent être des pillards qui vont enlever le père de Lucy non sans avoir massacré une partie des habitants de l'abri. Et donc Lucy doit alors embarquer dans une quête sur les plaines désolées de ce désert nucléaire, où elle se rendra très vite compte qu'elle est loin d'être la seule et elle va rencontrer de nombreux survivants
pour le meilleur et parfois un peu pour le pire. Donc voilà pour le pitch de la série. Ok, merci Phobos. Alors, petit disclaimer avant d'attaquer, hein, comme à chaque fois, vous avez l'habitude, on va probablement spoiler quelques éléments de l'intrigue de cette saison 1. Donc, soyez prévenus, on va pas rentrer absolument dans le détail de chaque chose, mais c'est de l'ordre du possible, donc attention à vous. Avant de parler de la saison 1 de la série, un petit retour quand même sur l'aspect jeu vidéo de cette franchise, puisque tu l'as évoqué, Phobos, c'est quand même le matériel d'origine. C'est l'adaptation donc de cette franchise, en tout cas l'adaptation de son univers, une franchise de jeux vidéo commencée dans les années 90. Erwan, est-ce que tu peux nous présenter, dans les grandes lignes évidemment, l'histoire de la création de cette franchise? Alors, la création, elle est très spéciale parce que ça s'est fait dans les années 90, hein, milieu des années 90. Et le créateur, c'est Tim Kaine, qui était au sein d'un studio qui faisait des jeux de rôle à franchise notamment. Et lui, il n'avait pas du tout envie de bosser dessus. Enfin, il faisait son travail normalement, mais sur le côté, il a commencé son petit projet personnel où il a essayé de ramener des gens de ce studio pour créer un RPG qui est devenu un peu post-apocalyptique par la suite. Tout le développement a été un chaos extraordinaire. On ne sait même pas comment ça a fini par créer un jeu, mais ça a fini par créer un jeu qui a eu un gros succès, qui est Fallout en 97-98. Et voilà, c'est un petit miracle, hein, ce jeu. Il n'aurait pas dû exister normalement, il a fallu être annulé je ne sais pas combien de fois. Et ça a été suffisamment un succès pour donner lieu à une suite très rapidement. Et ensuite, il y a eu pas mal d'embrouilles légales qui font que la licence est un peu tombée dans l'oubli après quelques spin-offs pendant des années, avant d'être repris par Bethesda pour Fallout 3, et ressorti dans un nouveau format, monde ouvert, 3D, qui a eu à nouveau beaucoup de succès. Bethesda, qui est effectivement un des très gros développeurs, studios de développement de jeux vidéo à qui l'on doit notamment toute la série des Elder Scrolls. Et du coup, c'est un univers original, Fallout? C'est entièrement original, même si c'est un peu basé sur une ancienne licence boss de ce studio qui est Brian Fargo, qui s'appelait Wasteland. En fait, c'est devenu un peu un post-apo sous la direction de Brian Fargo, qui a un peu chapeauté le projet une fois qu'il s'est mis un peu en place plus officiellement. Et c'est un projet totalement original qui s'est matérialisé petit à petit, par exemple, le fameux rétrofuturisme. C'est une idée du désormais directeur artistique Leonard Boyarsky, qui n'était pas au début, enfin, ça s'est monté une équipe entre potes, hein. Et il a eu cette idée en cours de route. Donc, le rétrofuturisme est arrivé après. Et ils ont pris cette direction-là et rajouté ces éléments-là au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est un petit peu un mélange étonnant, avec des grandes lignes, bien sûr, qui étaient établies, mais c'est une sorte d'alchimie qui était improbable et qui a parfaitement réussi. D'humour, de violence et le rétrofuturisme. Merci pour cette petite chronologie accélérée donc de l'histoire et de la création de Fallout, le jeu vidéo à l'origine. L'autre pan, je pense que l'on peut un petit peu aborder, c'est cette tendance que l'on voit depuis plusieurs années, on l'a tous constaté, de l'industrie du streaming et de l'industrie du jeu vidéo à se disputer l'attention des consommateuristes, hein, notre attention, voilà, la vôtre, la mienne. Netflix disait d'ailleurs en 2019 que son plus gros concurrent, c'était pas Prime Video ou Apple TV ou que sais-je, non, c'était Fortnite, le jeu de tir multijoueur bien connu. De part et d'autre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on essaye de faire vivre ces franchises dans d'autres sphères, en adaptant des jeux vidéo en film et en série, mais aussi du côté des plateformes de streaming, en proposant l'accès notamment chez Netflix ou carrément voilà, en produisant du jeu vidéo. C'est un peu dans ce contexte que l'idée de la série Fallout va avoir le jour en 2020, sous la houlette, donc, Phobos, tu l'as dit, de Jonathan Nolan et de Lisa Joy, qui viennent de sortir à ce moment-là de la saison 3 de Westworld. Elle a été diffusée à partir à peu près de cette période, et de Todd Howard, donc concepteur et producteur exécutif star de Bethesda Studios. Un développement pour Prime Video qui sera bien aidé, comme l'évoque souvent Jonathan Nolan dans certaines de ses interviews, par le succès retentissant de la série en prise de vue réelle The Last of Us,
diffusée tout début 2023, donc en pleine fabrication de la série Fallout, qui elle aussi a été adaptée d'un jeu vidéo très apprécié. Alors, en tant que journaliste JV, Erwan, quel regard toi tu portes sur cette tendance qui se dessine chez les gens du cinéma et de la série à vouloir créer du contenu premium à partir de grandes licences du jeu vidéo? De toute façon, on sait bien que Hollywood recherche des idées safe, pas forcément des idées ils en ont, mais des idées avec un background solide derrière, une communauté, quelque chose qui puisse donner une amorce de succès, parce qu'ils ont besoin du succès à tout prix, vu les financements derrière, c'est une super production maintenant. Oui, au lieu de refaire plus de remakes d'anciens titres, ils vont faire des adaptations. Et quand ils mettent les moyens, eh bien, on a vu que ça fonctionnait. Des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Très récemment, il y a eu le Yakuza Ah, Prime Video aussi, qui est un échec. échec, on va le dire. Je ne sais pas si c'est un échec pour tout le monde. Je ne sais Ok. pas si c'est un échec pour le public, ni financier, mais du côté de la communauté, c'est un échec. Pourquoi pas, si c'est bien fait. Le souci principal, c'est qu'effectivement, ça s'attaque avec des grosses licences, avec un lore et un canon qui sont souvent assez importants pour la communauté. C'est vrai pour à peu près tout, mais alors Fallout, le lore est super important. La communauté, surtout tous les fans occidentaux adorent le lore, les timelines. Il faut que ça soit précis, il faut que ça soit correct. C'est quasiment biblique, le rapport des fans au lore. L'appréhension, elle était vraiment là-dessus, parce que faire du Fallout, c'est pas si dur si tu suis une certaine alchimie. Par contre, être fidèle à tout ce que Fallout propose, et aux dates, et aux éléments, et aux factions, tout ça, c'est un peu plus dur. Et je pense qu'il y a un rapport très... il y a beaucoup de méfiance envers Hollywood, qui souvent a décidé qu'ils allaient faire leur sauce, leur truc, ajouter leurs graines sans que la communauté ait quoi que ce soit à dire. Ni les créateurs d'ailleurs. Je disais que c'était une tendance parce que je parle de cette tendance de ces dernières années à faire des choses qui veulent en tout cas être de qualité, parce que la tendance d'adapter du jeu vidéo, ça existe depuis longtemps. On se souvient, je ne vais pas le redire ici, mais je suis un petit peu obligé, du film Super Mario, voilà, je l'ai dit. Mais il y en a eu plein entre-temps, et j'ai l'impression que ces dernières années, il y a une espèce de déclic peut-être, ou que en tout cas... En effet, il y a peut-être plus d'argent mis sur la table parce qu'on voit des choses qui fonctionnent un petit peu mieux, qui ont un peu plus de succès public et critique. Juste pour préciser, il y a aussi il y a une part importante de la présence des studios et des créateurs des jeux derrière les succès. Donc l'application de Bethesda, l'application de Naughty Dog pour The Last of Us, l'application de Nintendo Dans le film Mario. pour Ouais. le film Mario, parce que là, évidemment, jamais tu touches à quoi que ce soit de Nintendo sans qu'il soit validé. Et le reste, tout ce qu'on a connu de pire, c'est quand il n'y avait pas ce genre de contrôle. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Comme on l'a dit juste avant, il y a vraiment aujourd'hui cette intrication entre ces deux industries qui veulent qu'on traite correctement et qu'on diffuse correctement leur franchise. Toi, Phobos, de ton côté, en tant qu'observatrice un peu de la pop culture, est-ce que ces adaptations de jeux vidéo en film ou en série, ça pique ta curiosité? Ou est-ce que c'est un truc dont tu te moques un peu? Ou au pire, est-ce que c'est repoussoir de manière générale? C'est quoi le rapport que tu as avec ça quand tu vois ces projets arriver? Il y a toujours un petit peu de curiosité et comme vous le disiez, il y a toujours un petit peu d'appréhension. Parce qu'on sait que des adaptations de jeux vidéo, soit en film ou en série, beaucoup en film ces dernières années, on en a quand même eu des pelletés, avec en fait des niveaux de qualité qui varient énormément. On pense récemment au film Uncharted qui a fait un four total, au film Gran Turismo, des trucs où on comprend pas trop c'est quoi l'intention en fait artistique derrière, qu'est-ce que ça veut raconter. Et au contraire, il y a aussi parfois des bonnes surprises. Alors c'est pas forcément un jeu vidéo en tant que tel, mais je pense au film Donjons et Dragons. Tiens, on en parlait tout à l'heure parce que c'est la même scénariste. Mais on sent qu'il y a un vrai... au-delà d'une compréhension du matériel de base, il y a aussi un amour et un respect en fait pour les fans de ce matériel de base. Et on a l'impression que ces projets sont pas seulement faits pour se dire
tiens, c'est 3 exécutives à Hollywood qui se disent vas-y, il y a plein de thunes, on va faire un film pour ces fans teubés de jeux vidéo et de toute façon, ils vont acheter le ticket et ils iront voir. Il y a une recherche de se dire on va peut-être y mettre un peu plus d'amour et d'essayer de faire un truc vaguement artistique qui a un petit peu d'âme. Et, et je pense que l'exemple de Fallout est assez intéressant. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je le compare au film Borderlands qui est sorti récemment, parce qu'il y a parfois des petites similitudes au niveau de l'esthétique de manière hyper globale. Hein. Je sais que les fans hardcore vont m'étriper là, mais on voit qu'il y a un truc qui a absolument pas marché. Hein. Le film Borderlands a fait un four total. Ouais. Honnêtement, je suis pas allée beaucoup plus loin que les bandes annonces, mais il paraît que c'est une catastrophe, alors que la série est quand même plutôt bonne. Et c'est là où on se dit, en fait, maintenant, le fait que ça soit adapté d'un jeu vidéo, c'est ni un marqueur de ça va être nul, ni un marqueur de ça va être très bien. Ça dépend vraiment de qui il y a derrière, et au-delà du budget qui est mis dedans, aussi vraiment de l'intention et du soin qu'on va mettre dans le projet. Et si j'ai pris le temps de lister un petit peu qui était derrière du côté qui était showrunner, qui était à l'origine du projet, c'est parce que c'est des gens qui ont démontré qu'ils avaient un intérêt artistique et beaucoup d'amour pour ce qu'ils faisaient et pour le monde du jeu vidéo, parce que si on parle de Westworld, c'est pas une série basée sur un jeu vidéo, mais c'est une série qui raconte en fait quelque part un jeu vidéo qui raconte C'est très lié, du oui. jeu de manière générale. Dans la dernière saison, un des personnages principaux est narrative designer, donc littéralement la personne qui écrit l'histoire dans un jeu vidéo. Et je pense que ça montre en fait tout le respect que les créateurs de la série ont pour ce médium-là. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que l'univers des jeux vidéo Fallout a été bien adapté dans la série. Et puis probablement aussi que c'est pour ça que je parlais d'un déclic tout à l'heure. À un moment donné, on commence de plus en plus à ne plus faire une fiction, que ce soit en série ou en film, en adaptant bêtement et simplement et en faisant des gros clins d'œil aux joueurs, mais en essayant de créer une histoire en fait, tout simplement. Enfin, la grosse différence, et Fallout le fait très bien, effectivement, c'est que c'est une histoire qu'on va nous raconter, c'est des personnages qui sont écrits. Et la série, de manière générale, c'est une succession d'épisodes, c'est le temps long, c'est des personnages qui vivent une aventure. C'est important que, en effet, au-delà d'un lore, il puisse y avoir une réalité, une vie de ces personnages à l'intérieur de cet univers, quoi. Une question qui m'est venue en préparant l'émission par rapport à ça et par rapport à Bethesda en particulier, c'est pourquoi finalement Fallout? Pourquoi ils ont choisi d'adapter Fallout en série? Alors c'est une question ouverte dont je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je vous la pose aussi. Pourquoi? Parce que Skyrim, en particulier ces 10 dernières années, et l'univers fantasy des Elder Scrolls de manière plus globale, je pense, est plus connu des joueurs certainement, du grand public peut-être aussi, et dans ma tête, je me suis dit peut-être aussi plus rassurant pour une adaptation. Surtout qu'on observe depuis ces dernières années quand même une grosse tendance dans les plateformes de streaming notamment à essayer de produire leur Game of Thrones, le remplaçant de Game of Thrones, cette épopée fantasy qui viendra un peu faire oublier du coup ce qu'était Game of Thrones et l'impact culturel que ça a eu. Est-ce que tu penses, Erwan, que ce choix il a été fait pour redorer éventuellement le blason de la franchise Fallout qui est peut-être mis un petit peu à mal depuis l'épisode 76, donc l'opus multijoueur qui a connu une sortie un peu catastrophique, même s'ils se sont rattrapés depuis, ou au contraire, c'est parce que pour Bethesda, c'est plus compliqué, plus dangereux pour eux d'adapter tout de suite en film ou en série l'univers The Elder Scrolls parce que il est plus emblématique, il est encore plus emblématique que Fallout. C'est une bonne question. Je pense pas que ça soit pour redorer la licence Fallout. Je sais pas exactement pourquoi c'est tombé à ce moment-là. Effectivement, je pense que c'est plus du côté de Prime Video qui a réussi, juste comme on disait avant, à rassembler le bon projet pour le présenter à Bethesda, pour que Bethesda accepte. Sinon, ils auraient jamais accepté. Parce qu'il y a certes vraiment des énormes contraintes au niveau de la narration, du lore. Donc là, ils ont vraiment réussi à faire le bon projet pour les convaincre. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien que ce ne soit pas tombé en même temps qu'un développement de jeu ou pour associer à autre chose, comme c'est le cas en ce moment avec les séries Harry Potter qui
qui essaie de se rattacher à Hogwarts Legacy 2 qui doit sortir plus tard. Ça fait peur. Espèce On l'apprend. de transmédia, effectivement, généralisé, quoi. Oui, surtout tout sortir en même temps. Non, là, je sais pas exactement, mais je pense que c'est l'alchimie de Fallout qui a dû plaire à Amazon, en fait. C'est vraiment dans leur ADN de ce qu'ils faisaient en ce moment-là. C'est pas loin de The Boys, c'est de l'humour, c'est de l'humour noir, c'est de la violence. Et puis cet univers a vraiment, comparé à, si tu prends Skyrim, c'est très prenant, c'est très profond, il y a une lore immense, mais visuellement, ça se démarque pas tant que ça Hmm, d'autres choses qui soient fantasy. c'est vrai. Alors que l'univers de Fallout a le rétrofuturisme, cette touche vraiment unique que Bethesda a beaucoup plus développé que les premiers Fallout d'ailleurs. Ils ont eu raison, même si ça a créé certains petits soucis, mais bon. Ce rétrofuturisme, il est vraiment extrêmement impactant. C'est vraiment le pilier pour moi de la série Fallout qui a fait son succès et je pense qui a fait aussi le succès de cette série post-apo. Alors déjà, de post-apo, il y en avait pas de ce type-là énormément. Donc je pense que ça est juste bien tombé avec le bon univers et les bonnes intentions, hein, comme disait Phobos derrière. Donc à mon avis, c'est ça qui a marché plus que avoir un objectif de il faut relancer la série Fallout ou quoi que ce soit. La saga, la licence. Et je pense aussi que, tout bêtement, en fait, ils voulaient pas quelque chose qui puisse faire de l'ombre à Rings of Power. Et en termes d'univers visuel, Skyrim, à mon avis, ça s'en rapproche beaucoup trop, Hmm. tout simplement. Alors, je serais d'accord avec toi si, malheureusement, entre guillemets, il n'y avait pas, en parallèle de Rings of Power, mais c'est très certainement un très mauvais calcul pour eux, la série Wheel of Time, qui, du coup, elle aussi est une série fantasy, qui malheureusement, du coup, pâtit, en effet, de Rings of Power, parce que beaucoup moins de budget et pourtant qui adapte une série de romans très cultes de la fantasy. Mais oui, oui, effectivement, je rejoins quand même, hein, ça aurait peut-être été un peu too much en termes de propositions fantasy chez Prime pour le coup avec le mastodonte qui arrivait et ils avaient peut-être aussi tout simplement que en effet tu l'as souligné la série partage beaucoup de choses avec Westworld même thématiquement peut-être que à la base voilà quoi Nolan et Joy avaient envie très certainement d'ailleurs hein, il le dit en interview il a joué à Fallout au moins à New Vegas et je crois qu'il a dit qu'il avait joué au 4 un peu aussi et donc qu'il avait envie d'adapter cet univers, il était tombé amoureux de cet univers. Donc voilà. Mais il faut quand même savoir qu'effectivement, ça a quand même fait du bien, ou en tout cas, ça n'a pas fait de mal à Bethesda et à la franchise, puisque derrière, effectivement, il y a eu énormément de ventes de jeux qui ont été faites. Je crois que d'ailleurs, ils ont, de manière très maladroite, mais ils ont proposé une mise à jour du jeu pour être un peu plus adapté aux configurations techniques actuelles, pour accompagner post-lancement de la série. Enfin, il y a eu vraiment quand même un petit essor et un petit effort de fait aussi du côté du jeu, quoi. Mais ok, voilà, effectivement, à voir, effectivement, si un jour cette info de ce choix, pourquoi ce choix, au-delà de tout ça, ressortira, mais on a peut-être quelques infos, quelques réponses ici. Toi, Phobos, j'imagine que tu étais assez néophyte de l'univers de Fallout. Je connaissais de nom, quoi, mais effectivement, je connaissais pas du tout l'histoire et j'ai jamais joué au jeu, donc j'arrivais en total néophyte sur la série. C'est ça, et qu'est-ce qui t'a attiré du coup sur le projet? Est-ce que t'as vu ça arriver, tu t'es dit intéressant, t'as découvert ça un peu sur le tard? Non, il me semble que j'ai suivi dès les premières annonces, les premières bandes annonces aussi. Et honnêtement, j'ai été attirée assez vite par cette esthétique en fait où, ben, tout bêtement, j'aime bien les trucs western et j'aime bien le post-apo. Donc, bim, ça fait des chocs à pic et ça donne Fallout. Donc, j'ai été attirée par ça et surtout les premières bandes annonces laissaient avoir une qualité de production qui était pas dégueu à ce niveau-là. Et puis, je vais pas mentir, le fait que ça soit une héroïne, forcément, ça m'a un petit peu plus accroché, un petit peu plus parlé. En tout cas, ça m'a intriguée dans un premier temps. Et au final, j'ai beaucoup aimé la série. Erwan, de ton côté, de l'autre côté du spectre, du coup, de la connaissance de l'univers, quand on connaît bien la franchise comme toi, et qu'est-ce que tu attendais de cette adaptation quand tu l'as vue arriver? Est-ce que tu as eu un peu de crainte? Est-ce que tu as été rassuré assez vite par les visuels? C'était quoi un peu la température dans les gens qui connaissaient un petit peu tout cet univers?
Visuellement, ça avait l'air tout à fait correct, hein, et on n'a pas été déçus de ce côté-là. Les gens avaient surtout peur du côté du lore, hein, de ce qu'ils allaient développer exactement. On a vu que c'était assez intelligent parce qu'ils reportaient l'action sur la côte ouest, pendant que Bethesda, eux, avaient reporté les jeux sur la côte est des États-Unis. Donc, ce qui permettait de développer une histoire complètement inédite, avec des vrais personnages, comme tu l'as dit tout à l'heure, une vraie histoire qu'on ne connaissait pas. Mais effectivement, ce qui a été vu après était vraiment impressionnant parce que ils ont répondu à beaucoup de questions, en fait, notamment sur la période pré-apocalyptique, hein, donc avant la Grande Guerre, toute la période rétro-futuriste des années 50 dystopique, sur ce qui s'est passé, ce qui a un peu mené à la guerre, plus ou moins. Voilà, c'est un peu compliqué, je vais pas tout spoiler non plus, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de réponses, de quoi vraiment faire sauter n'importe quel fan sur son siège, quoi. C'était vraiment étonnant. Et du côté post-apo, on avait une nouvelle histoire qui relie certaines choses et qui est suffisamment indépendante en elle-même pour choquer personne, mis à part quelques erreurs de lore, ou erreurs, non erreurs, ça dépend comment on le prend, quoi. Ok, parce que en fait, l'histoire de la série est canon par rapport à l'univers déjà développé sur les jeux. Alors au début, on ne savait pas trop, on se demandait si ce serait canon après, canon ou pas, et après, avec tout ce qui est affirmé, c'est impossible de ne pas la considérer comme canon. Ok, On sait qu'ils ont pas développé certaines choses que Bethesda garde sur le coude pour d'autres jeux. ok. Mais vraiment, ils se sont arrangés pour être chacun un peu dans leur coin et faire quelque chose de canon sans empiéter ou faire de coups bas à l'un des autres acteurs de la licence, quoi. C'est vraiment très bien pensé. Moi, de mon côté, globalement, de toute façon, j'étais intéressé par évidemment le background des gens derrière la série. Je fais partie des gens, mais comme pas mal d'autres, je pense, notamment parmi ceux qui nous écoutent, par voilà, la fin un peu en queue de poisson de la série Westworld. Donc, on était un petit peu orphelin de ce qui aurait pu se passer et de ces créateurs qui, malgré des défauts, évidemment, avaient quand même produit une série qui était et qui est toujours très, très sympathique et très intéressante, notamment sur ces 2 premières saisons. Donc, tout de suite, quand on a vu effectivement que même si finalement ils sont assez peu impliqués, c'est pas eux les showrunners, le couple du coup Nolan-Joy était à l'origine de cette création de série, évidemment ça a attiré le regard. Et derrière, il faut dire aussi que Amazon a mis les petits plats dans les grands en termes de communication. Enfin, c'était assez compliqué de passer à côté de la promotion de la série et des affiches un peu partout. Le casting, en effet, avec quand même des têtes d'affiches qui sont... c'était un petit peu comme on dit des gueules de cinéma, quoi, hein. Walton Goggins est un personnage, enfin un acteur, je pense, qui a une certaine sympathie, et assez vite dans les bandes annonces, on a vu en plus qu'il incarnait un personnage qui avait l'air d'avoir une aura assez intéressante. Donc, je pense qu'il y a eu aussi vraiment un travail qui a été fait pour que la série soit bien vendue, bien mieux d'ailleurs que d'autres. Je citais Wheel of Time par exemple, qui reste dans un relatif anonymat en termes de communication aujourd'hui, malgré le fait que sur le papier, ça puisse être une adaptation importante. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours intéressant de le savoir. Amazon, donc Prime Video, sur son site, propose souvent du contenu supplémentaire dans la page de la série. C'est-à-dire qu'il y a l'onglet, évidemment, pour regarder les épisodes, mais il y a aussi des onglets pour avoir tout un tas d'autres bonus, la présentation des personnages, la présentation de l'univers, tout un tas de petites vidéos, soit qui s'installent dans l'univers, soit à but promotionnel ou de making-of. Et ça, évidemment, du coup, Fallout a vraiment eu ce traitement-là aussi. Il y a énormément de choses annexes à se mettre sous la dent en préparation du visionnage et derrière, après le visionnage. Donc, voilà, évidemment, assez vite, et je crois Day One, ce qui n'est pas souvent le cas quand je regarde des séries, parce que du coup, Amazon avait fait le choix ici de mémoire de ne pas proposer tous les épisodes d'un coup, mais il y a eu quand même une certaine forme de diffusion progressive avec un pilote qui faisait quasiment 1h30. Il y a eu quand même cette envie de regarder la série très très rapidement à la sortie, quoi.
Parlons-en justement de cette saison 1. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé donc de cette première itération de la série Fallout Phobos? A priori, tu as été plutôt séduite par la proposition. Ouais, écoute, j'ai été plutôt convaincue. En fait, dès les premiers épisodes, j'ai trouvé que la série avait un certain charme. C'est difficile à décrire, mais en fait, il y avait comment? Je pense que la série arrivait à mettre en place les vibes qu'elle voulait mettre en place. C'est vrai que en cherchant des interviews un peu du casting, ils sont plusieurs des acteurs comme les showrunners à parler d'un espèce de collage fou, bizarre, avec des tons très très variés. C'est vrai qu'il y a des scènes où c'est juste drôle en fait, et après il y a des trucs un peu gore, un peu gritty et tout. Et tout ça, je trouve, se mélange bien. Alors que ça peut être hyper casse-gueule, hein, le côté un peu fourre-tout, des fois ça marche pas. Mais là, je trouve que l'équilibre se fait bien et est porté par un casting qui, qui est vraiment, vraiment bon. J'ai beaucoup aimé notamment la proposition d'Ella Purnell, qui est cette espèce d'Alice au pays des merveilles, très naïve, mais en même temps, euh, elle n'est pas totalement victime de son aventure, contrairement à une Alice. Elle va, elle va chercher à rencontrer les gens, à connecter avec les autres personnages de manière parfois totalement décalée par rapport à cet univers post-apo qui veut juste sa mort, en fait. Mais voilà, elle persévère et j'ai trouvé ce personnage vraiment original, en fait, en tant que personnage féminin, et très attachant au final. Et surtout son duo avec Walter Wiggins qui incarne la Ghoul marche hyper bien parce qu'on a cette espèce de caricature de cow-boy qui est incarné par un acteur qui, dans la vraie vie, a déjà joué des cow-boys et dans le lore de la série est aussi un acteur qui a déjà joué des cow-boys. Donc il y a cette espèce de mise en abîme totale. Et le miroir enfin le ping-pong qu'il y a entre ces deux personnages fonctionne très très bien. Et je trouve que c'est ce duo-là, en tout cas, qui m'a fait vraiment kiffer la série. Bien sûr, il y a d'autres persos qui gravitent autour qui sont aussi intéressants, mais je trouve que la série est jamais autant réussie que quand elle s'intéresse vraiment à leur histoire à eux. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que certains mecs sur Internet trouvent cette héroïne totalement insupportable parce qu'elle ne devient pas ultra cynique dès sa première rencontre malencontreuse en dehors de l'abri. Mais voilà, puis c'est une série qui est quand même très bien produite, hein, au niveau des costumes, des décors, des make-up, les effets spéciaux, ça tient vraiment très très bien la route. Et il y a quelques scènes de combat qui sont plutôt stylées. Enfin, il faut le souligner quand c'est bien fait. Et là, c'est le cas. Ok. Erwan, de ton côté? Tout à fait d'accord avec Lucie. Moi, j'ai beaucoup aimé Aaron Motan aussi dans son rôle. Il faut voir que chaque personnage, enfin ce trio, est lié au jeu. Parce que dans le jeu, tu peux jouer gentil, tu peux jouer méchant, tu peux jouer un peu des deux. Et chaque personnage représente ça. Ce qui est assez étonnant dans le scénario, c'est que dans les jeux, tu peux jouer gentil et t'es récompensé en général. C'est plutôt le bon karma. L'univers te le rend assez bien. Alors que dans la série, l'univers te le rend pas du tout. C'est pas la bonne voie à suivre, la voie de gentil. Mais le personnage de Lucie, joué par Ella Purnell, le fait très bien parce que effectivement au début elle est naïve, mais après elle n'est plus naïve, mais elle reste gentille quand même. Elle reste ce personnage qui est bon et qui essaie de faire les bonnes choses, mais pas de façon naïve comme au tout début. Voilà. Je trouve que Walton Goggins dans le rôle de Cooper Howard, je trouve son personnage un peu trop cliché. Ok. Je l'aime bien, il est vachement bien fait, hein, il est parfait, mais le personnage en lui-même est assez cliché, surtout si tu as joué pas mal au jeu. Et le personnage de Maximus, moi je l'ai bien aimé parce que il est plus complexe en fait, et son histoire est plus complexe, plus ambiguë. Et je trouvais que l'acteur jouait vachement bien, donc ça m'a vraiment plu. Voilà. Pour ce qui est de la réalisation, je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, l'attention aux détails, tu peux t'arrêter sur certaines scènes. Enfin, partout, il y a des éléments du jeu, des accessoires qui sont même issus du jeu, hein, des accessoires qui ont été utilisés pour
qui ont été créés par des fans pour du cosplay, qui ont été réutilisés dans la série. Des accessoires créés à partir des modèles 3D. Tout fonctionne visuellement incroyablement bien. J'ai juste pas aimé. Enfin, il y a vraiment deux types de plans. C'est très rapproché dans des décors assez fermés ou très éloignés sur les grands décors. C'est un peu, on passe de l'un à l'autre et on sent que certains décors sont super bien faits, mais très fermés quand même, vraiment très petits. Mm. À part ça, voilà. Sinon, le reste, c'est du scénario, le lore. Ils ont pris des libertés qui ont fait tiquer pas mal les fans. Et voilà. Il y en a une où on pense que c'est une erreur de timeline, mais les gens ont invoqué le problème du narrateur non fiable. Voilà, j'ai appris que c'est le narrateur non fiable. C'est-à-dire que peut-être le narrateur s'est trompé Ouais. et que cette date n'était pas la bonne originalement, ou ici Ok. en tout cas. Il y a aussi l'histoire de la drogue des ghouls. Ça, c'est le plus gros problème, à mon sens. Les ghouls qui sont censés prendre une drogue pour rester en vie, ça n'existe pas du tout dans la saga des jeux vidéo. Ok. On comprend pas trop l'utilité. Voilà. Sinon, il y a des choses aussi qui sont rigolotes. Par exemple, le fait que les chevaliers de la confrérie de l'acier, qui sont en armure complète, est un écuyer qui les suit derrière avec un sac de... Oui, Ça énorme. n'existe pas dans le jeu. Et j'ai trouvé ça vachement marrant et vraiment bien pensé. Même si au bout d'un moment, tu es obligé de t'en débarrasser. En fait, ça peut pas exister vraiment. Mais j'ai trouvé ça plutôt marrant, quoi. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment intéressantes, qui ont été pensées. Et le reste, c'est... le scénario, pour moi, était correct. Pas non plus fou, mais... Oui, ils se sont quand même permis du coup d'inventer des choses et de enrichir, on va dire, d'une certaine manière, mais selon le point de vue dégradé ou trahir un peu le contenu original. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que là, pour le coup, en effet, ça reste quand même aussi une vraie adaptation dans le sens où ils ont pris les choses et ils ont essayé quand même Enfin, ils ont eu des besoins et ils ont créé, comme tu dis, ces écuyers qui, pour les besoins de l'histoire, pour les besoins du personnage, qui a cette double casquette d'en effet avoir un côté assez drôle dans les premiers temps parce qu'il y a un côté complètement absurde et loufoque dans effectivement cette espèce de caddie de golf là énorme qui se trimballe. Et en même temps, très vite, il y a un intérêt aussi pour le personnage de Maximus à accompagner du coup ce chevalier de la confrérie de l'acier. Moi, de mon côté, effectivement, je vous rejoins sur à peu près l'ensemble des choses que vous avez dites. En effet, la production, elle est ambitieuse. Enfin, clairement, je veux dire, il y a de l'argent sur la table. Le budget, il est estimé à peu près à 153 millions de dollars, ce qui est énorme. Pour une série, on n'est pas si loin des 200 millions historiques de Rings of Power sur la saison 1, qui était déjà le budget qui est le budget encore aujourd'hui, je crois, le plus important pour une saison 1. Voilà, on n'est pas si loin. Ça se voit, en effet, que ça soit dans les costumes, les effets pratiques, les effets numériques, les décors, les locations de tournage, enfin les localisations de tournage aussi. Ils ont un petit peu voyagé, ils ont été un petit peu chercher des endroits qui pouvaient représenter ce wasteland. C'est ce que dit Nolan aussi, qui est réalisateur du pilote dans des interviews, quoi. Ils ont pas tout non plus fait en studio ou recréé numériquement. Ils ont été vraiment dans certains endroits, notamment en Afrique, pour recréer ces zones désertiques. Et voilà, ça se voit effectivement, c'est une série qui a de la gueule et quand on vient pour l'aspect visuel, on n'est pas déçu. Le casting est au diapason. Je te rejoins, Phobos, effectivement, Ella Purnell et Walton Goggins, pour moi, ils portent la série, mais en fait, je fais vraiment la fusion de vos deux avis parce que je crois que j'ai quand même, en effet, préféré le personnage de Maximus parce qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il jouait pas de ouf, mais je trouve qu'il a justement une subtilité dans son jeu qui en fait un personnage très gris, ni bon ni mauvais. Enfin, il a vraiment des actions et en même temps, il y a un côté très enfantin chez lui. L'acteur a un super sourire. Il y a tout un tas de composants qui fait qu'effectivement le personnage, il a peut-être pas l'arc narratif le plus incroyable, même si il est intéressant à suivre. Mais je trouve que l'acteur et le personnage pour le coup est plutôt prometteur. Et la galerie de second rôle aussi est très cool. Comme toi, Phobos, moi je connais pas les jeux, j'ai jamais joué à Fallout. Moi je suis plutôt effectivement j'ai plutôt fait les Elder Scrolls, mais je connais vaguement et je trouve que l'univers était vraiment fascinant à explorer. Il y a pour le coup
Il y avait un côté, pour moi en tout cas dans mon visionnage, qui était assez ludique, d'essayer de vraiment comprendre comment ça fonctionne, parce on nous explique pas toujours, mais on nous montre beaucoup de choses, beaucoup de manières dont ce monde fonctionne, comment les gens interagissent entre eux, c'est quoi les règles qui régissent les différentes factions, et il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées tout de suite, dont il faut un petit peu essayer de comprendre, et donc on comprendra sur des épisodes parfois un peu lointains dans cette saison 1. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça très cool et très amusant aussi souvent. Un petit détail dans le pilote, par exemple, si vous n'avez pas encore regardé la série, c'est au début, donc ça va pas vous gâcher grand-chose, mais à un moment donné, il y a des personnages qui ont une arme, et cette arme a pour munition des bras de poupées ou de poupons démembrés. Et c'est comme ça marche comme ça, quoi. Et c'est juste un mini détail, on voit juste comme ça quelqu'un se faire descendre avec une espèce de jambe de poupée dans le torse. Et c'est ça aussi Fallout, quoi. Il y a un côté très absurde de mais qu'est-ce que je viens de voir, pourquoi? Donc ça marchait très bien. Et je trouve que même s'ils sont pas les showrunners de la série, je trouve qu'on retrouve quand même vachement de gimmicks, de patterns des séries de Nolan et Joy dans Fallout. Déjà, il y a effectivement ce jeu temporel. La série, très vite, avec notamment cette introduction, mais c'est quelque chose qu'elle va poursuivre tout au long de cette saison 1, va nous présenter deux temporalités différentes et va jouer avec ces deux temporalités différentes, avec le personnage de Copper Howard, mais aussi avec le personnage de Maximus. Il va y avoir des choses par rapport à ce personnage. Quand on ne connaît pas le lore de la série, eh ben, on peut se faire surprendre par quelque chose qu'on croit comprendre de son passé et de là d'où il vient, mais qui ne matche pas tout à fait avec ce qu'on a cru comprendre de la chronologie générale. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Il y a aussi pas mal de mystères, ça faut le savoir. Alors évidemment, voilà, on n'est pas dans Lost. Désolé, je suis en train de me faire un rewatch de Lost en ce moment, donc je ne vis que pour Lost. Tout est Lost. Mais voilà, on n'est pas dans ce genre de mystère infini, mais il y a quand même cette petite saveur de Mystery Box, notamment dans l'arc du personnage de Norman, qui du coup va de révélation en révélation sur ce que sont vraiment les abris et l'histoire de comment ils se sont constitués, de qui les compose, qui est intéressante. Et effectivement, autre gimmick dont beaucoup ont parlé aussi, c'est ce personnage de la Goule qui évoque évidemment le fameux homme en noir de Westworld, avec cette phrase dans le pilote, toute fin de la présentation du personnage où il dit I do this shit for the love of the game, où on est vraiment là, je trouve, dans une espèce de citation presque du personnage de William et de ce caractère de salaud nourri par une tragédie personnelle. Donc quand on aime le travail de ces deux showrunners, bah, du coup on apprend plaisir à retrouver quelques petits gimmicks. Je conclurai là-dessus, mais je crois que ce que j'ai particulièrement apprécié dans la saison 1 pas de Westworld pour le coup, mais de Fallout, c'est cette espèce de premier degré en fait dans la création de la série. Enfin, en tout cas de mon point de vue, l'histoire ne se construit pas sur une espèce d'aspect méta qui évoquerait trop le jeu vidéo du matériel d'origine. Alors évidemment, il y a des clins d'œil, et en plus, moi, je les ai pas tous perçus parce que je suis pas joueur de la série, mais ils prennent pas le pas sur l'histoire, sur le traitement réaliste de l'univers, sur ce que vivent les personnages. Encore une fois, c'est Nolan qui en parlait beaucoup par rapport à la réalisation du pilote, mais lui, ce qui l'a marqué sur la série de jeux vidéo, c'était vraiment les textures, la richesse des personnages, la richesse des décors, des détails. C'est vraiment ça qu'ils ont essayé de retranscrire dans l'espèce de réalisme de la série. Et je trouve que la série, du coup, ne force pas le trait là-dessus, ne passe pas son temps à faire des coups de coude dans les côtes en mode t'as vu, je suis en train de te faire des trucs comme dans le jeu vidéo. On suit les personnages qui sont bien caractérisés, ils ont des motivations qui sont compréhensibles et ils ont un cheminement qui est intéressant. Et quand tu connais pas le jeu et que tu regardes ça pour ce que c'est, c'est-à-dire une série, bah, tu n'es pas laissé sur le bas-côté et tu apprécies en fait le chemin. Donc pour moi, c'était vraiment une bonne expérience. La seule peut-être critique que j'y apporterai, c'est une espèce de petite facilité d'écriture. Fallout, le jeu, c'est un open world, surtout sur les dernières itérations. Essaye vraiment de recréer un peu ce sentiment en ayant des très vastes zones que les personnages traversent. Et il y a quand même une espèce d'heureuse coïncidence dans le fait qu'ils se croisent à certaines occasions et qui accélère un peu le récit de manière un petit peu fortuite, un peu trop fortuite. Et je trouve que c'est peut-être ce petit détail qui l'empêche d'être une saison 1 absolument remarquable en tout point, quoi, de mon point de vue en tout cas. Mais malgré ça, voilà, personnellement, c'est une saison que j'ai particulièrement appréciée et dont j'aurais très envie de savoir la suite, puisqu'en plus elle se termine sur une promesse. Pour filer un peu sur cet avis sur la saison 1, moi j'avais envie de vous poser une question.
je ne sais pas quel est votre background par rapport à ça. J'imagine que tous les deux, vous avez regardé des adaptations de jeux vidéo, que ce soit en film ou en série. Je trouve que Fallout est peut-être, l'air de rien, la première très bonne adaptation en prise de vue réelle et en série d'une franchise vidéoludique. Alors, je précise en prise de vue réelle parce qu'effectivement, côté animation, il y a eu des choses excellentes. Arcane, je crois, a mis tout le monde d'accord, mais on peut aussi penser à Cyberpunk Edge Runner qui était aussi très bien. Est-ce que c'est une take, voilà, pas incroyablement chaude, mais un peu quand même. Est-ce que Fallout fait date dans l'univers de l'adaptation des jeux vidéo en fiction, que ce soit film ou série? Phobos, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors déjà, en faisant la liste des séries en prise de vue réelle tirées de jeux vidéo, il y en a pas non plus des masses qu'on connaît. Après, on l'a cité un an auparavant, il y a quand même The Last of Us, qui était quand même une très bonne série. Alors pour le coup, je trouvais qu'on voyait plus son influence jeu vidéo, parce que contrairement à la série Fallout, il y avait des séquences entières de la série où en fait, t'avais l'impression qu'on allait te mettre une manette dans les mains et t'allais pouvoir jouer, et vraiment ça reprenait, mais plan pour plan, même cadrage, ce qu'on voyait dans les jeux vidéo. Alors que là, pour le coup, c'est pas le cas de Fallout, qui s'est un petit peu détaché de son médium de base au niveau purement réalisation, quoi. Mais il y avait quand même The Last of Us avant. Il y avait aussi, si on monte un tout petit peu, Gangs of London, qui est basé sur un jeu vidéo obscur de 2006, jeu vidéo pour PSP, hein, donc voilà, pas hyper connu, mais saison 1 qui était assez qualitative tout de même. Mais oui, très clairement, je pense que Fallout, ça fait date au niveau série. Ça a été bien reçu par les fans, par le grand public, par la critique. Tu l'as dit, c'est un succès au niveau du nombre de vues sur la plateforme. Et tout bêtement, on le voit, moi je vais souvent en convention, on voit que le nombre de cosplayers Fallout, bim, dès que la série est sortie, il y en avait absolument partout. Quand tu vas voir le top des costumes les plus vendus sur certains sites de cosplay spécialisés, Fallout, c'est forcément dans le top 10-15 des franchises où ils vendent le plus de costumes dessus. Donc c'est clair que dans la pop culture, la série, elle a eu un impact. Et d'ailleurs, il y a une saison 2 qui est annoncée avec quelques gros noms qui se rajoutent au casting. Je pense à Macaulay Culkin qui rejoint la série là, pour cette saison 2. Donc, oui, pour moi, ça reste une bonne adaptation, et en plus une bonne adaptation qui a su trouver son public. Erwan, ton avis sur cette question du coup de la qualité d'adaptation, est-ce que Fallout pose un peu une pierre? Je suis un petit peu biaisé, mais oui. Et pas C'est la grand-chose, meilleure. pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Phobos. Effectivement, je veux dire, quand on voit la concurrence, il n'y a pas vraiment photo. Ils ont vraiment réussi un petit exploit au niveau de la manière d'approcher une adaptation. Comme Phobos, c'est pas la même chose que The Last of Us. C'est pas une adaptation d'un récit qui est déjà connu et qui est repris. C'est l'intégration dans un univers d'une nouvelle histoire. Et ils ont fait, en plus, pour cette saison 1, ils ont vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont fait le plus dur en fait. Ils ont raccroché les wagons avec les premiers Fallout qui se passent sur la côte ouest. Ils raccrochent à New Vegas qui est sorti beaucoup plus tard et qui est aussi à peu près sur le même ton. Hein, et ça va être pour la saison 2. Et je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient un peu prendre plus de liberté, mais pour la saison 2, ils peuvent, puisqu'ils partent en terrain inconnu. Et ils ont. Voilà. Le seul truc qui me paraît un peu étrange pour la saison 2, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire du passé, toute la période pré-war, pré-guerre, puisque ils ont déjà raconté tellement de choses que je ne sais pas trop ce qu'ils ont encore à raconter sur le sujet, à part un peu finir les intrigues. Mais voilà, je pense que la saison 2 va beaucoup plus se passer dans le post-apo que dans le pré-guerre. Mais vraiment, ils ont fait un excellent travail d'intégration de leur série à l'univers Fallout général. Ok. Ouais, effectivement, il risque d'y avoir. Enfin, on a encore quelques questions avec le personnage de Cooper sur justement la période avant la période post-apocalyptique.
enfin pré-apocalyptique du coup, puisqu'on ne sait pas tout à fait effectivement ce qui s'est passé, notamment son histoire familiale. Lui, il est dans une quête pour retrouver, a priori, en tout cas, il est à la recherche de sa femme, qui joue un rôle important, mais on sait qu'il a aussi une fille dans le passé, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être des morceaux qui nous manquent effectivement côté flashback, même si il y a tout un tas de choses qui, comme tu l'as dit, ont déjà été expliquées. Et oui, moi je disais ça par rapport au côté un peu milestone de Fallout, dans le sens où, en effet, il y a eu, c'est un succès critique et public, et à la différence de The Last of Us, qui adapte très littéralement en fait le jeu, même s'il y a quelques petites différences quand même. Là, en effet, il y a une marge de manœuvre et une réinvention partielle, ou en tout cas la création de nouveaux personnages et tout ça. Donc c'est vrai qu'en termes de matériel narratif, ils, ils- ils peuvent vraiment réussir à plus s'émanciper tout en respectant l'univers du jeu. Donc plutôt bonne pioche en effet finalement, d'avoir adapté quelque chose qui sur le papier paraissait presque un peu impossible, dans le sens où Fallout, à la base, on crée son personnage, donc chacun vit sa propre histoire, chaque histoire est différente, et là, ils ont réussi à retranscrire un petit peu ça aussi dans la série, avec le fait d'avoir plusieurs héros, donc bravo, et donc je pense que voilà, vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, on recommande chaudement cette série, Fallout. Si après Arcane, là, qui vient de se terminer au moment où on enregistre, à peu près, vous souhaitez retrouver une adaptation de jeux vidéo réussi en série avec Ella Purnell, parce que oui, c'est les deux points communs du coup que que ces séries partagent, ben foncez effectivement sur Prime Video. Quoi qu'il en soit, le succès critique et public de séries comme on les a cités, The Last of Us, Fallout et Arcane, donne et va donner des ailes probablement à l'industrie, hein, puisqu'on attend dans les années à venir beaucoup, j'ai envie de dire presque, est-ce que déjà beaucoup trop, de séries adaptées de franchises vidéoludiques telles que Horizon Zero Dawn, donc série de jeux vidéo de Sony chez Netflix, Mass Effect et God of War sur Prime Video. Alors, God of War, là, je demande à être surpris, parce que franchement, adapter God of War en live action, ça va quand même être un sacré challenge, aussi bien dans la physicalité du personnage principal que dans l'univers qui est quand même très ambitieux, là aussi, de mythologie, alors grecque ou nordique, selon là où ils vont commencer l'adaptation, mais peut-être a priori plutôt nordique si ils prennent les jeux vidéo les plus récents. Et d'ailleurs, c'est une tendance que l'on voit même fleurir en France, puisque je le cite, je trouve ça cool. Le jeu vidéo A Plague Tale du studio Asobo, enfin Asobo Studio, est depuis 2022 en développement par Mathieu Turi, un réalisateur à qui on doit le récent Gueule Noire, donc un film de genre d'exploration minière dans le nord de la France, où ils vont aller trop loin, ils vont creuser trop profond. C'est pas les nains de Tolkien, mais c'est un peu ça quand même. Donc voilà, on va voir fleurir aussi en France une série française adaptée d'un jeu vidéo médiéval fantastique, on va dire, qui se situe lui aussi en France, donc à l'époque du Moyen-Âge. Donc voilà, c'est une tendance évidemment qu'on va continuer à suivre chez Spoilers avec attention. Pour conclure ce podcast, je me tourne vers mes invités. Quelle est votre actu en cette fin d'année, peut-être vos projets en 2025, Phobos? Alors, mon projet principal en 2025 sur le plan perso, c'est de retrouver un travail. Yay! Bienvenue au Et club! donc, entre-temps, ça tombe bien parce que j'ai plein de temps pour faire des podcasts et du cosplay. Et du coup, je mentionne mon dernier podcast en date chez Star Wars en direct. Si vous voulez m'entendre parler de qu'est-ce que c'est être un cosplayer Star Wars, eh bien, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube de Star Wars en direct. Et puis, parmi les prochains projets cosplay, eh ben, il y aura sans doute du Arcane. Voilà, la boucle est bouclée. Ok. Erwan, de ton côté, je sais que quand tu avais enregistré avec Lloyd, Chéri, c'est plus que de la SF sur Fallout, tu avais évoqué éventuellement une nouvelle version de ton livre ou une suite. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles? C'est quoi un petit peu ton actu, tes projets de ton C'est côté? quelque chose sur lequel je devrais être en train de travailler maintenant au lieu de faire des podcasts, mais Ah, mais désolé. ça avance, Merci. promis, Mehdi, ça avance. Oui, il va y avoir une nouvelle édition avec des petits ajouts, forcément, Fallout 76 et Fallout la série. Si j'ai pas énormément joué à Fallout 76, puisque
tout le monde n'aime pas Fallout 76, mais je me suis tourné du côté de la communauté, qui est très active et très intéressante, puisque c'est un jeu communautaire et c'est important de leur donner la parole. Et puis, on va pour le passage sur Fallout, la série Prime Video, en attendant la seconde saison. Voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver sur IGN France, toujours. J'essaie de terminer le test de Stalker 2. C'est très long parce qu'il tourne à 2 FPS, donc j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, et puis toujours du manga, émission Twitch chez Caroline Segara et toutes sortes de choses. Eh ben, merci encore du coup d'avoir pris le temps d'être avec nous sur ce podcast. Vous retrouverez voilà, les projets de nos invités, les petits liens comme d'habitude dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller consulter tout ça, vous abonner au compte sur les réseaux sociaux et à suivre leurs travaux. Nous en tout cas, voilà, si on les invite, c'est qu'on aime bien et qu'on est fan en général. Donc vous pouvez nous faire confiance, suivez-les. Merci encore Phobos, merci Erwan de votre présence. C'est la fin de cette watchlist consacrée à la saison 1 de la série Fallout, disponible sur Prime Video. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Voilà, vous en avez l'habitude maintenant. Si vous avez apprécié l'épisode, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait. Et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut! Salut! Bravo. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek! Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus. Trax.